Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Comme on vous l'a annoncé hier sur nos plateformes digitales, aujourd'hui on reçoit le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, le professeur Hervé Ndoumé Senghone René Ruth. Oui, Dafresh, aujourd'hui, on reçoit le ministre pour savoir qu'il est professeur titulaire en gestion financière et comptabilité à l'université Omar Bongo. Le professeur Hervé Ndoumé Senghone enseigne également à l'Institut national des sciences de gestion ainsi que dans de nombreuses universités et grandes écoles et de l'espace CAMES. Donc, le professeur Hervé Ndoumé Senghone a siégé en tant qu'expert au sein du comité technique spécialisé sciences économiques et gestion. Il a également été membre du comité de pilotage du plan stratégique et de développement du CAMES 2015-2020, 2020-2022 et expert évaluateur dans le cadre du programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES. Il occupe actuellement le poste de rédacteur en chef de la série Sciences économiques et de gestion de la revue africaine et malgache de recherche scientifique et il est responsable du master recherche sciences de gestion au sein de la formation doctorale en économie-gestion de l'université Omar Bongo. Ses recherches et publications portent sur la finance d'entreprise, les marchés financiers et la banque. Le professeur Hervé Ndoumé Senghone est depuis 2015 aussi officier de l'ordre international des PAM académiques du CAMES. On espère qu'on a fait un résumé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des assises du LMD que vous allez organiser dans quelques temps, mais on va quand même revenir sur des questions essentielles, à savoir c'est quoi le LMD, pourquoi on est passé de l'ancien système, parce que moi quand je suis sorti de l'université, c'est l'année qui a suivi que le LMD est arrivé, pourquoi on est passé de cet ancien système au système LMD et quels sont les objectifs visés par ces assises que vous allez organiser dans les prochains temps. Donc on va commencer spécialement par la question qui nous a été envoyée par certains auditeurs. Pourquoi on est passé de l'ancien système au LMD? Merci Dafresh. Je voudrais vous exprimer tout mon bonheur, toute ma joie d'être ici ce matin et de pouvoir échanger avec vous sur un sujet de très haute importance pour notre système universitaire. Je voudrais préciser au passage relativement à la biographie qui a été présentée qu'effectivement depuis le mois de septembre, c'est-à-dire au lendemain du coup de la liberté, j'ai été porté aux hautes fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Mais auparavant, j'ai effectivement une activité universitaire d'enseignant, puisque je suis enseignant des sciences de gestion, affecté relevant de l'Institut national des sciences de gestion, enseignant à l'Institut, et parallèlement à la faculté de droit des sciences économiques de l'université Omar Bongo. J'ai effectivement cette activité pédagogique, scientifique, mais également d'expertise sur ces champs, notamment au niveau du CAMES, où j'ai siégé pendant longtemps comme expert, aux côtés d'un compatriote gabonais aujourd'hui décédé, et à qui je voudrais rendre hommage, le professeur Bertrand Bachi, qui a pris la charge du CAMES en 2011 et qui lui a donné toute la modernité que nous connaissons actuellement. Il faut dire également que dans mon parcours, au regard de ma formation fondamentale, j'ai exercé comme analyste de crédit dans une banque. J'ai également exercé comme formateur dans une institution bancaire. C'était dans l'ancienne vie. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la lourde charge de conduire l'enseignement supérieur d'abord vers une phase de transition, puis de restauration de cette institution enseignement supérieur. Et comme vous l'avez dit, le LMD constitue de ce point de vue un élément majeur de ce système parce que depuis 2007, c'est ce cadre d'études qui guide finalement la formation
dans l'enseignement supérieur, les études dans l'enseignement supérieur. Et donc, vous me posez la question de savoir pourquoi on en est arrivé. De l'ancien système, on est parti de l'ancien système vers le nouveau système. Permettez peut-être que je définisse ce qu'est le LMD. Voilà. Le LMD, c'est le système licence, master, doctorat, qui en fait aujourd'hui, au Gabon, comme dans tout l'espace CAMES, comme dans l'espace africain et comme dans l'espace européen et américain, l'architecture qui conduit, qui gouverne les études dans l'enseignement supérieur. Donc de ce point de vue, nous appliquons en réalité un système qui est un système mondial, un système international. Alors, il faut dire que les raisons qui ont conduit le Gabon, notre pays, les pays de la CEMAC et plus globalement les pays africains à adopter ce système sont, on va dire d'abord, des raisons, je dirais, d'origine externe. Au fond, c'est la conséquence de la mondialisation. Une mondialisation qui a conduit finalement les Européens, à la suite des Américains, puis les Africains, à adopter un cadre d'organisation des études qui offre une meilleure visibilité internationale de ce qui se fait, qui permet en principe la mobilité des étudiants d'un espace à un autre et qui organise les études selon une architecture telle que l'année académique est découpée en semestres, précisément 2 semestres pour une année académique, qui considère que à l'intérieur de chaque semestre, il y a un budget horaire, un volume horaire, je dirais, standard, qui considère également que l'organisation des cours et des matières va se faire à l'intérieur de ce que nous appelons des unités d'enseignement, et qui considère que lorsque un étudiant a suivi un cours, a été évalué et a obtenu une moyenne requise, aujourd'hui au moins de 10 sur 20, il obtient au bout du compte ce qu'on appelle un crédit. Donc c'est cet élément, crédit, qui devrait normalement lui assurer la mobilité nécessaire pour pouvoir aller d'un programme à un autre ou d'un système à un autre. Et donc, ce sont ces avantages liés à la visibilité de notre système, liés à la mondialisation, qui ont conduit notre pays et les pays de l'espace CAMES à adopter ce système. Monsieur le ministre, vous êtes un enseignant et quand on regarde votre parcours, on sait que vous avez enseigné dans l'ancien système et vous avez aussi enseigné dans le système LMD. Mais comment vous avez perçu cette transition-là entre passer de l'ancien système au système LMD, vous en tant qu'enseignant? Alors, même mieux, moi je n'ai pas été qu'enseignant, j'ai étudié dans l'ancien système. C'est-à-dire le système dans lequel nous avons des cours annuels. À la limite, nous avions des évaluations annuelles, même s'il y avait des partiels, mais en réalité, l'évaluation était annuelle. Dans l'ancien système, nous avions une structuration en diplôme relativement courte. On avait des DEUG, on avait des licences, on avait des maîtrises, on avait des DESS, on avait des DEA. Donc, on avait cette architecture et puis l'évaluation était annuelle. Elle n'était pas semestrialisée comme c'est le cas. Ce système présentait un certain nombre d'avantages parce qu'il a permis à notre pays d'avoir les diplômés qui, aujourd'hui, composent l'essentiel des ressources humaines dans notre administration. Ce système, nous en avons hérité, il faut le dire, du système colonial, du système français. Et donc, lorsque nous prenons notre indépendance dans les années 60, nous ne faisons que suivre une architecture universitaire d'héritage colonial. Et donc, ce système va nous accompagner jusqu'aux années 2000, il faut le dire, avec des hauts et des bas. Notamment, le bas, c'était essentiellement de former plutôt des diplômés. Et même à l'époque, nous, on considérait qu'on faisait une partie de nos études au Gabon et puis une autre partie à l'extérieur. Donc, on se posait moins des questions que nous nous posons aujourd'hui, à savoir la finalité de la formation, à savoir le rapport entre la formation et les métiers sur le terrain. Et donc,
les limites de ce système sont apparues dans les années 90, lorsque l'administration ne pouvait plus absorber les grandes cohortes, lorsque nos pays ont connu des ajustements structurels et que l'État ne pouvait plus apporter les financements nécessaires au fonctionnement de nos universités. Et puis, comme je l'ai dit, la mondialisation aidant, il est apparu que ce système d'héritage colonial français trouvait ses limites, puisque les Européens eux-mêmes et les Français eux-mêmes ont évolué dans le système. Et donc, comme vous le dites, enseigner dans les deux systèmes nous exige aujourd'hui, nous enseignants, à faire une mue importante. Et ça va être l'un des sujets que nous allons aborder pendant les assises sur le LMD, parce que nous constatons aujourd'hui que la communauté enseignante n'a pas suffisamment intégré les exigences de ce système. Parce que, monsieur le ministre, nous avons un LMD à 2 vitesses, surtout en ce qui concerne l'université Omar Bongo. De fois, on ne sait pas si on est dans l'ancien système ou si on est dans le LMD. Est-ce que c'est ce qui vous motive à faire des assises du LMD? Oui, disons-le clairement. Notre système, notre pratique du LMD, parce que nous y sommes dans tous les cas, notre pratique du LMD soulève un certain nombre de questions et nous envoyons les manifestations à gauche, à droite. On parle d'un calendrier élastique. Il faut savoir que chacun a son calendrier. On dit que le système est centré sur l'étudiant, mais on constate que l'organisation de la pédagogie, des activités pédagogiques ne pousse pas l'étudiant à intégrer cette responsabilité qu'il a dans son processus, dans sa formation. Le système nous exige d'être attentifs sur la finalité de la formation, notamment sur la professionnalisation. Là, on constate que dans ce que nous donnons parfois comme contenu, nous n'y sommes pas toujours attentifs. Le système nous amène à avoir un rapport pédagogique avec l'étudiant qui est différent, dans le sens où il ne s'agit pas simplement de lui déverser l'ensemble des savoirs dont nous disposons, mais il s'agit de susciter en lui la curiosité nécessaire pour que lui-même, il acquiert les compétences nécessaires qui vont lui permettre demain de pouvoir être autonome et de pouvoir exercer un métier. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de limites du système LMD dans la mesure où un étudiant peut très bien avoir soutenu par exemple le master, mais ne pas avoir son diplôme s'il n'a pas tous les crédits? Alors, il faut situer cette question dans, je dirais, dans l'organisation du programme de formation. Parce que je vous ai dit que l'architecture, c'est un semestre. Un semestre, c'est une période de temps pendant laquelle l'étudiant, à l'intérieur d'un programme, va suivre un ensemble de cours, va être évalué sur cet ensemble de cours. Et en fonction des notes qu'il obtiendra, il aura des crédits ou pas, selon qu'il ait eu 10 ou en dessous de 10. Et donc, les éléments sont à l'intérieur du semestre, sont tels que nous le pratiquons aujourd'hui. Ils sont à la fois indépendants, puisque vous pouvez suivre un cours distinct d'un autre, mais ils peuvent être également dépendants dans le sens où il y a une possibilité de compenser certaines matières à l'intérieur d'une unité d'enseignement, telle que nous l'appelons. Et donc, quand vous posez la question de la soutenance et de l'obtention en fait du diplôme, c'est simplement le fait que vous pouvez avoir soutenu parce que la soutenance rentre dans une unité d'enseignement, mais si vous n'avez pas obtenu tous les crédits nécessaires pour vous assurer la diplomation, vous pouvez avoir soutenu sans nécessairement qu'on vous délivre le diplôme, parce que votre soutenance fait simplement est un élément constitutif d'une unité d'enseignement. Et donc, ce sont tous ces éclairages, en fait, que nous devons faire aujourd'hui. C'est cette pratique que nous devons mieux intégrer pour que l'étudiant comprenne que ce n'est pas parce que j'ai soutenu que nécessairement j'ai obtenu mon diplôme, si la soutenance est un élément constitutif d'une unité d'enseignement. Maintenant, si c'est un élément constitutif d'une unité d'enseignement qui, lorsque vous l'avez obtenu, vous permet d'avoir le diplôme dans
dans son ensemble, à partir de ce moment, votre soutenance vaudra obtention du diplôme. Monsieur le Donc ministre. ce sont tous ces éclairages-là qui doivent normalement être contenus dans le règlement des études, dans le règlement des examens, pour que, au moment où vous entrez dans un programme de formation, vous sachiez comment vous comporter. Monsieur le ministre, depuis le début de votre argumentaire, vous ne parlez que de l'étudiant. Ce n'est pas l'étudiant qui pratique le LMD. L'enseignant dans tout ça, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont compris le processus? Est-ce qu'ils ont implémenté ça dans leur manière de dispenser les cours? Est-ce qu'ils ont implémenté ça dans le processus final de l'obtention du diplôme de l'enfant? Et l'attitude, elle n'a pas eu son diplôme à cause de l'attitude de l'enseignant. Voilà, il faut dire la vérité, le ministre. Là. L'enseignant à l'Institut, elle n'a pas eu son diplôme à cause de l'attitude de l'enseignant. Ça, ce sont des réalités. Là, on a l'impression à vos explications que tout est parfait, tout doit normalement fonctionner et la résultante n'est que l'étudiant. Alors, soyons bien clairs là-dessus. Vous m'avez bien entendu dire que nous, enseignants, avons besoin de nous améliorer dans nos méthodes pédagogiques. Il ne s'agit pas d'indexer ici l'étudiant. Mais le système, en fait, repose sur deux éléments fondamentaux. C'est la centralité sur l'étudiant. C'est-à-dire que moi, enseignant, quand je prépare mon cours, quand j'anime mon cours, quand j'évalue, c'est, si vous voulez, c'est au bénéfice de l'étudiant que je dois travailler. L'étudiant, c'est mon client final. C'est celui qui m'intéresse dans l'élaboration de mon contenu de cours et dans l'animation de mon contenu de cours. C'est l'étudiant qui m'intéresse, premièrement. Deuxième élément, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que les programmes de formation doivent être conçus de façon à répondre à des métiers, à des besoins que l'on a identifiés sur le terrain. Voici les deux éléments fondamentaux du LMD. Alors, pourquoi à un moment donné, on va interpeller l'étudiant? C'est parce que dans le système LMD, l'étudiant est actif. Dans l'ancien système, à la limite, l'étudiant était passif puisque moi, je suis enseignant, je suis détenteur de savoir, je suis dans un amphithéâtre. À la limite, je ne fais que débiter, dérouler tout ce que je connais, l'étudiant note, et puis le moment venu, il fait l'objet d'évaluation. Il réussit pas. Voilà comment était en quelque sorte pratiqué l'ancien système. Et donc, on peut considérer que dans ce système, l'étudiant était quelque peu passif. Le système LMD renverse la perspective. Il attend de l'étudiant qu'il soit plus actif dans sa formation. C'est-à-dire que lui-même, il doit pouvoir participer en fait au renforcement des savoirs et des savoir-faire qu'il acquiert. Voilà pourquoi, du point de vue de la méthode d'enseignement, notre méthode d'enseignement doit être centrée sur l'étudiant. C'est-à-dire je dois m'organiser dans le contenu, dans l'animation des cours, dans les outils que je mets à la disposition de l'étudiant, tous les éléments nécessaires qui lui permettent d'acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment au point de proposer des assises du LMD? Quelles sont les difficultés que le LMD pose? Alors vous posez la question qui est au cœur en fait, de l'organisation de nos assises. Je rappelle que nous organisons ces assises du 18 au 20 mars prochain sur le site de l'Institut national des sciences de gestion qui va donc abriter cette grand-messe à la fois des universitaires, des politiques également, des professionnels, des étudiants, des parents, puisque c'est un système social qui guide la formation dans nos universités et grandes écoles. Et donc notre société également a besoin de mieux comprendre ce système au-delà de l'acronyme LMD. Il faut bien en comprendre les fondamentaux. Alors nous l'organisons parce que nous avons fait un constat qui est clair. C'est que notre pratique du système LMD n'est pas bonne. Nous devons l'améliorer. Et pour ce faire, avant de rentrer proprement dit dans l'organisation des assises, nous avons commis une étude. Nous avons sollicité 3 éminents universitaires, 3 experts universitaires,
je ne voudrais pas les citer ici, mais le professeur Mveondo, ancien recteur de l'université Omar Bongo et de l'AUF, le professeur Ngou Lama, ancien doyen de la faculté de médecine, vice-recteur de l'Université des sciences de la santé, tous experts internationaux, se sont mis à la tâche pour faire un diagnostic, un état des lieux sur nos pratiques du LMD. Et donc, ils ont rendu un rapport sans complaisance qui met en lumière, en fait, un ensemble de problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau du LMD. Quels sont les plus patents de ces problèmes? C'est le calendrier élastique, le décalage calendaire, où on ne sait pas, on est en 2021, 2022, 2022, 2023. Nous avons ce problème-là, qui est un problème majeur pour donner de la visibilité au parcours étudiant, pour permettre à l'étudiant de pouvoir poursuivre ses études dans un programme national ou dans un programme à l'extérieur du Gabon. Il y a ce problème. Il y a le problème de la mobilité des étudiants, à savoir que le crédit qui doit normalement servir de témoin pour vous permettre de passer d'un programme de formation à un autre, d'un niveau de formation à un autre, eh bien, la pratique de ce crédit-là soulève un certain nombre de problèmes. Parce que lorsque vous voulez, vous avez peut-être débuté votre parcours dans un établissement privé du Gabon, vous voulez le poursuivre dans un autre établissement public, on a parfois des pratiques qui ne favorisent pas en fait cette mobilité. Vous avez commencé un parcours, je ne sais pas moi, un programme au département de géographie, vous souhaitez le poursuivre au département d'économie. Vous voyez que la passerelle qui aurait pu se faire sur la base des matières que vous avez étudiées et des crédits que vous avez obtenus pour vous permettre peut-être de suivre un programme au département d'économie, tout ça, aujourd'hui, n'est pas optimal. Nous avons ce problème-là. Nous avons également, on l'a évoqué, le problème des enseignants qui doivent considérer que les contenus, les pratiques des enseignements doivent mettre au cœur l'étudiant. C'est aussi une situation. Nous avons des problèmes au niveau parfois même de la gestion des bourses. La gestion des bourses, la NBG également nous interroge sur la production des résultats dans les délais pour leur permettre également de faire leur travail de traitement des résultats afin de... Justement, monsieur le ministre, comment donner les bourses. Donc, toutes ces questions-là sont liées en fait à notre pratique du LMD. Mais comment vous allez améliorer la gestion des bourses des étudiants dans le contexte du LMD? Alors, vous posez l'une des solutions. Il faut déjà que nous accordions sur les pratiques du LMD. Par exemple, sur la question du calendrier. Sur la question du calendrier, je vais soumettre à discussion cette proposition-là aux collègues, aux commissaires qui vont discuter des différents problèmes. Je vais leur soumettre cette question de savoir, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que nous organisions 2 rentrées académiques? Je m'explique. Une première rentrée académique au mois de septembre. Pourquoi pas avec les parcours licence et les parcours de Master 2? Pourquoi pas? Ça permettrait qu'un premier groupe d'étudiants, un premier groupe de programmes commencerait leurs activités au mois de septembre avec une perspective de les achever au mois de mai. Et puis un deuxième groupe commencerait donc une deuxième rentrée au mois de janvier pour que ceux-là terminent leurs activités au mois de septembre. Je vais soumettre la question à discussion pour voir la faisabilité. Ce qui nous permettrait de clarifier finalement les périodes de démarrage et les périodes de fin d'activité. Et de sortir de la situation actuelle dans laquelle nous sommes, où chacun peut commencer son année quand il veut. Je commence en novembre, je commence en février, je commence en juin. Tout cela
fait désordre et ne facilite pas en fait le travail de l'Agence nationale des bourses et stages dans sa planification, dans son examen des résultats des étudiants afin d'accepter, d'accorder ou de ne pas accorder la bourse. C'est déjà l'une des solutions. On a également à travailler sur la production des notes, je dirais les documents administratifs. Aujourd'hui, nous avons de grosses difficultés à produire les résultats. Mais pourquoi? Parce que entre les sessions d'examen, les sessions d'examen de rattrapage, on ne sait pas finalement à quel moment on va pouvoir délibérer et produire les résultats et permettre à l'étudiant de disposer de ces résultats pour pouvoir les présenter dans un nouveau programme ou bien pour pouvoir solliciter la bourse. Donc là également, nos établissements doivent fortement évoluer dans la production des États, dans les délibérations. Et donc là, il faut s'accorder à quel moment on évalue. Je vous ai dit qu'un semestre, ce sont des activités d'enseignement, ce sont des activités d'évaluation. Et donc normalement, au terme d'un semestre de cours, qui peut durer 3, maximum 4 mois, ben, on doit avoir sur l'ensemble des unités d'enseignement de ce semestre, on doit avoir les résultats pour permettre que l'étudiant connaisse les résultats qu'il a obtenus sur ce semestre, pour permettre également que l'administration sorte les documents nécessaires et permettre, le cas échéant, à l'agence des bourses et stages. Sur le plan administratif, comment vont s'organiser ces assises? Vous avez des comités, vous avez des ateliers, vous avez des conférences. Comment vous allez organiser administrativement ces assises? Alors, l'architecture des assises, elle est celle-là. Nous avons d'abord commis une étude, un rapport d'évaluation sur la réforme du système LMD dans les institutions d'enseignement supérieur en République gabonaise. Nos collègues ont fait un travail de fond, je dis sans complaisance. Ils ont analysé le cadre juridique, le décret 340 qui aujourd'hui organise les études supérieures dans le système LMD. Ils ont analysé l'architecture juridique. Ils ont analysé toute la documentation aujourd'hui disponible dans nos établissements. Ils ont interrogé des enseignants, aussi bien relevant des établissements publics que des établissements privés. Ils ont interrogé les administratifs. Ils ont interrogé les étudiants. Et également, sur la base de leur expertise, ils ont fait tout ce travail d'analyse et ils nous ont produit ce rapport que nous allons bien évidemment rendre disponible pour permettre à notre société, à notre population, d'en savoir davantage sur l'état de nos pratiques. Donc, dans l'architecture organisationnelle, nous allons d'abord, au-delà de la phase protocolaire, nous allons d'abord écouter nos collègues sur les éléments saillants de ce rapport. Nous allons également bénéficier de l'expérience d'un certain nombre de collègues, d'enseignants ou d'universitaires étrangers du Sénégal, du Cameroun, de la France, du Canada, pour qui nous partagent leur expérience en matière de LMD. Ça, c'est le menu, je dirais, de la première journée. Et maintenant, la deuxième et la troisième journée seront consacrées aux travaux en atelier. Et les travaux en atelier vont prendre en compte un certain nombre de thématiques spécifiques qui ont été identifiées comme constituant les problèmes majeurs que nous connaissons dans le LMD. On peut avoir quelques thématiques? Alors, on va avoir une thématique sur le pilotage du LMD, c'est-à-dire comment nos établissements aujourd'hui pilotent ce système d'enseignement. Et là, on voit qu'il y a du travail à faire. J'ai évoqué tout à l'heure la question du règlement des études. Chaque établissement devrait aujourd'hui avoir un règlement des études qui indique clairement à l'étudiant, à son parent,
à l'enseignant comment les études sont organisées. Il y a le règlement des examens qui doit également... Donc, il y a un certain nombre d'outils de pilotage que l'établissement doit avoir. Nous aurons également un atelier sur les programmes de formation, c'est-à-dire comment sont structurés les programmes de formation. Je vous ai dit qu'un programme de formation doit être structuré de façon à tenir compte de la finalité professionnelle ou professionnalisante du programme de formation. Et donc, on va s'assurer que les programmes de formation respectent ce principe. Donc, il y a un atelier qui va regarder les programmes de formation, la structuration des unités d'enseignement, les crédits, etc., etc. On aura un troisième atelier qui va s'intéresser à la question de la gouvernance financière, parce que les enseignants mènent un certain nombre d'activités pédagogiques dont certaines peuvent avoir un impact financier rémunérateur sous forme d'heures supplémentaires ou sous forme d'honoraires, d'encadrement, etc. Donc, il faut qu'on s'accorde sur quelle activité pédagogique ne nécessite pas une rémunération supplémentaire, quelle activité supplémentaire pédagogique pourrait en nécessiter. Aujourd'hui, au moment où nous avons pris nos fonctions, nous avons déjà mis sur la table de tous les établissements une circulaire qui rappelle les obligations de service de chaque enseignant du supérieur relativement à son grade. Et la nécessité pour ceux qui ne remplissent pas leurs obligations dans leur établissement d'aller compléter dans un autre établissement. Et c'est seulement au-delà de l'obligation de service qui est aujourd'hui globalement de 200 heures. Je dis globalement 200 heures, mais la répartition entre les heures de cours, les heures d'encadrement et les heures de recherche diffère selon qu'on est assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Mais en gros, on se retrouve tous à dans devoir ces ateliers-là, c'est des 200 heures. professionnels qui vont y participer. Alors, dans les ateliers, il y aura bien évidemment les enseignants. Il y aura les enseignants, il y aura les professionnels. Il y aura également d'autres experts pour nous donner les experts dont j'ai parlé qui vont arriver sur Libreville et qui vont nous partager leur expérience. Et j'oubliais, il y a le 4e atelier. Lui va s'occuper, il va s'intéresser à la gestion sociale, la gestion de l'étudiant, en fait, dans le système LMD. Vous observerez de ce point de vue que le président de la République, lorsque il a nommé aux fonctions de responsable d'établissement de recteur, a introduit en fait dans la gouvernance de nos universités un 3e vice-recteur. Il y a désormais un vice-recteur chargé de la vie sociale et de l'insertion professionnelle, parce que c'est un sujet majeur dans la vie de nos établissements. Il ne suffit pas simplement de préparer le contenu de cours, il ne suffit pas simplement de régler la question des infrastructures, il faut également s'intéresser à la vie sociale de l'étudiant et à son insertion professionnelle. Dans cet atelier, est-ce que vous avez, à la préparation de cet atelier, est-ce que vous avez consulté les étudiants? Oui, bien sûr. Ne fût-ce qu'un groupuscule pour savoir les difficultés au quotidien, les manquements. Je vous ai dit que dans l'étude qui a été faite par nos collègues, ils ont naturellement consulté les étudiants, puisque ce sont des acteurs du système LMD. Donc, ils ont été consultés au même titre que les enseignants, au même titre que les administratifs. Ils ont examiné les textes, comme je vous ai dit, et puis ils ont également regardé les pratiques du LMD, mais également les recommandations du CAMES dans cette matière-là. Donc, les étudiants ont été consultés Monsieur le ministre, pour établir le diagnostic. Oui, qu'en est-il de la digitalisation de l'enseignement supérieur dans le système LMD? On a vu ce que la période Covid a eu comme répercussion sur la période scolaire de chaque étudiant, sinon des universités ou encore des grandes écoles. Est-ce que c'est des domaines que vous allez explorer dans ces assises-là? Oui, bien sûr, nous allons naturellement aborder la question de la digitalisation. Parce que nous avons également aujourd'hui des applications qui facilitent finalement la gestion de ce système dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et là également, il faut améliorer les applications informatiques pour faciliter le travail. Et on le voit bien que
lorsqu'on n'optimise pas en fait ces outils, on a du mal à produire, à délibérer, à rentrer les notes, à les sortir dans les délais, à avoir de la cohérence dans les notes, etc., etc. Donc la digitalisation de ce point de vue va être un support important. Mais de façon plus globale, la problématique du numérique est aujourd'hui prise en charge au plus haut niveau dans notre système d'enseignement, puisque nous déroulons en ce moment le projet de l'Université numérique du Gabon. C'est un projet qui est né naturellement de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire de ce qu'on a observé pendant la période de la Covid. Le gouvernement, à l'époque, s'était penché sur la question et avait décidé de mettre en place une université, un établissement qui est assez particulier, même si on l'appelle université, mais assez particulier. Pourquoi? Parce que cette université numérique du Gabon doit remplir 4 fonctions au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème universitaire de notre pays. 4 fonctions. La première fonction, c'est que cette université numérique est appelée à former, en fait, à mettre à niveau numérique l'ensemble des enseignants de nos universités, enseignants, chercheurs et chercheurs. C'est l'une de ces missions fondamentales. Permettre qu'aujourd'hui, nos collègues soient en capacité d'enseigner en utilisant le présentiel et le distanciel, soient capables de produire des enseignements que l'on peut animer ou présenter en distanciel. Donc c'est la première mission qui, il faut le dire, est loin d'être remplie aujourd'hui, puisque la formation au numérique reste encore fortement à parfaire. La deuxième mission, c'est précisément de développer une plateforme. Développer une plateforme qui permette que l'enseignement se fasse en distanciel, animé par un enseignant au bénéfice d'un étudiant. Donc là, aujourd'hui, l'université numérique a pu effectivement développer la plateforme, sauf qu'il atteste pour le moment dans les programmes de l'université numérique, parce que l'université numérique, au-delà de sa mission globale, présente également des programmes de formation spécifiques qui, eux, ont la particularité d'être calibrés proches du numérique. La troisième fonction, c'est justement celle-là, donc de dérouler des programmes de formation, des programmes de recherche proches ou autour du numérique. Et la quatrième fonction, c'est de s'assurer la connectivité, de s'assurer que tous nos établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonne connectivité, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. C'est vraiment la mission fondamentale de cette université qui aujourd'hui, dont le texte de loi est en discussion au Parlement, pour lui donner toute la force légale qui lui permettra de mener à bien sa mission. Monsieur le ministre, quand on vous entend parler, on comprend bien que vous connaissez les problèmes dus à l'exploitation efficace, ou bien l'application efficace du LMD. Pourquoi ne pas passer directement à l'attaque des problèmes au lieu de se lancer dans des assises qui, à la fin, va finir comme toutes les assises qu'on connaît dans notre pays, des simples messes qui produisent rien que de la documentation? Alors, je ne partage pas ce point de vue. C'est des réalités qu'on vit dans notre pays. Nous sommes des Gabonais, on vit au Gabon. Oui, mais on observe l'actualité, on observe les activités. Je vais vous savez... vous êtes dedans depuis. Vous savez, le système, oui, le système a 2 dimensions. Il y a la dimension technique, c'est celle que j'évoque. Mais n'oubliez pas la dimension humaine. Parce qu'au fond, aujourd'hui, cette pratique diversifiée, elle est liée à des comportements qu'il faut ajuster. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de bâtir techniquement une architecture pour croire que les gens vont l'appliquer mécaniquement. Il faudrait qu'ils s'approprient également cette architecture. Il faudrait qu'ils en comprennent le sens, qu'ils puissent eux également s'engager. Je vous ai dit que le système est centré sur l'étudiant. Mais on peut s'interroger sur le schéma mental de notre étudiant. Notre étudiant reste encore passif
notre étudiant reste encore attentif, alors même qu'aujourd'hui, contrairement à notre époque, où toute la documentation était papier, il fallait aller de bibliothèque en bibliothèque. Moi, je parcourais 300 km de ma ville de France pour aller sur Paris afin d'avoir les documents. Aujourd'hui, nos étudiants, mais également nos enseignants, disposent de bases documentaires numériques, électroniques, auxquelles ils peuvent avoir accès. Vous avez des cours sur YouTube qui complètent avantageusement, ou qui pourraient compléter avantageusement ce que vous avez reçu en classe. Mais est-ce que l'étudiant, est-ce que l'enseignant est suffisamment actif? Je peux vous évoquer ma propre expérience. Oui. Vous préparez un syllabus de cours, c'est une obligation, c'est-à-dire une architecture qui décrit globalement votre cours, qui indique ce que vous allez faire, qui indique les méthodes d'évaluation, qui indique les exercices que vous allez faire, qui indique la bibliographie que vous allez faire. Et vous le mettez à la disposition de l'étudiant avant même de commencer le cours, pour lui permettre en fait de se préparer, c'est-à-dire de travailler par lui-même et de venir en classe à la limite pour compléter les éléments que vous avez déroulés dans le syllabus de cours, voire de vous amener plus loin sur la base d'éléments qu'il a pu observer ou qu'il a pu récolter ici et là. Mais je peux vous dire que parfois, vous arrivez en cours, bon, les étudiants attendent que vous dérouliez encore le cours alors même que vous leur avez donné ces éléments. C'est pas leur faire un reproche, mais dire que c'est un système d'enseignement qui, au-delà de son architecture technique, doit davantage imprégner nos mentalités. On doit comprendre de ce point de vue que le système LMD rend l'étudiant autonome, demande que l'étudiant soit plus autonome, c'est ce qui nécessite des assises. C'est ce qui nécessite des assises. C'est ce qui nécessite des assises. Mais quand on est passé de l'ancien système au LMD, on n'a pas fait des assises du LMD. On s'est réveillé un matin, on nous a dit qu'il y avait le LMD. Et c'est cela, justement, vous soulevez là l'une des difficultés majeures. Parce que nous sommes passés d'un ancien système avec toute la cristallisation qu'il y avait eu. On était habitué à ci, on était habitué à ça. Et puis du jour au lendemain, vous passez à un autre système. Il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Nous avons basculé au système LMD sans accompagnement infrastructurel. Parce que ce système exige que la disponibilité infrastructurelle soit permanente. Oui. Or, regardez l'état de nos universités et grandes écoles. Et je voudrais, une fois de plus, remercier le président de la République qui a mis à la disposition de l'enseignement supérieur une enveloppe qui nous permet aujourd'hui de renforcer nos universités et grandes écoles en salle de classe. Et aujourd'hui, il y a un programme de construction de nouvelles universités, ce qui va nous soulager sur le plan infrastructurel. Mais on avait besoin de ça. Je vous rappelle quand même que nous avons basculé au système LMD en 2007. Oui, en 2007. En 2007, exactement. Près de 20 ans, sans apport infrastructurel supplémentaire, sans ressources supplémentaires. Au contraire, même on a connu un mouvement inverse. Aujourd'hui, quand vous faites un état des lieux, c'est seulement 40% des budgets des établissements qui sont mis à disposition. Alors même que le système exige des investissements, exige du fonctionnement, exige ceci, exige cela. Au sortir de ces assises, il y aura un comité de suivi, il y aura une publication des travaux. Justement, c'est la spécificité de nos assises. Et c'est l'une des recommandations du rapport. À savoir que, au-delà des échanges que nous allons avoir pendant les 2-3 jours et du travail en atelier du rapport, nous allons mettre en place un comité spécial qui doit permettre la mise à niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur. Autrement dit, nous avons les conclusions des assises. Ce comité va maintenant travailler avec chaque établissement pour pouvoir identifier les écarts sur les différentes thématiques et les aider à se mettre à niveau. Donc ce comité va travailler avec les établissements à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin, parce que nous voudrions qu'au mois de juin 2024, tous les établissements soient à niveau pour nous permettre une bonne rentrée académique 2024-2025. Et donc, ce ne seront pas que des conclusions ou des rapports diffusés ici et là. Il y a toute une organisation
postes assises autour d'un ensemble d'experts pour aider chaque établissement à se mettre le à législateur vous suit dans ce processus pour mettre en place des normes qui vont faciliter tout ce que vous voulez mettre en exergue. Oui, bien sûr, puisque nous allons faire évoluer le décret 340 oui. qui aujourd'hui organise le système LMD en République gabonaise. Donc là, naturellement, ce décret va faire l'objet de modifications et nous allons soumettre naturellement cela au gouvernement pour adoption. Tous les acteurs qui vont participer à ces assises sont déjà au courant, ils sont déjà programmés, ils sont déjà prêts. Parce que c'est du 18 au 20 mars, c'est dans quelques jours. Je peux vous rassurer que tous les acteurs sont informés. Ça fait des mois en fait que nous travaillons sur ce dossier. J'ai ici le rapport. C'est dire déjà que nos collègues depuis 3 mois ont fait ce travail très intéressant qui est aujourd'hui disponible. Les acteurs des universités et grandes écoles, aussi bien publics que privés, sont informés. Le gouvernement est également informé. Il vous souviendra que lors du dernier Conseil des ministres, le communiqué final du Conseil des ministres faisait justement état et annonçait la tenue des assises du système LMD. Parce que c'est une demande, c'est une haute instruction que de nous obliger à faire le point sur ce système, à identifier nos faiblesses, elles l'ont déjà été, et à nous mettre à niveau pour que sur cet aspect-là, l'enseignement supérieur soit apaisé et que nos étudiants soient rassurés sur le fait qu'étudier au Gabon en système LMD n'est pas une sinécure. C'est parfaitement possible. Parce que vous savez également que nous connaissons aujourd'hui un phénomène dommageable pour nos pays, c'est la sortie massive d'étudiants vers l'extérieur, vers des horizons qui sont parfois des horizons dramatiques, vers des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger qui parfois n'en valent pas la peine. Et l'État supporte ces coûts et les familles supportent ces coûts. Et donc notre objectif, c'est de renverser la tendance pour rassurer sur la capacité de notre système à accompagner les étudiants dans leurs études. Vous savez, nous avons un paradoxe dans notre système, c'est que nous avons des compétences enseignantes. L'organisation nous fait parfois défaut, les moyens nous font parfois défaut, l'infrastructure nous fait parfois défaut. Mais sur le plan des hommes et de leur capacité à se remettre en cause, à se mettre sur le bon chemin pour former nos étudiants, je n'ai pas de souci particulier. Je discute avec les enseignants du supérieur, ils sont parfaitement disposés à faire ce travail. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour le redire que lors de notre prise de fonction, nous avons mis sur la table de chaque enseignant, nous avons décidé d'un code d'éthique et de déontologie. C'est-à-dire, c'est important ça. Oui, nous avons désormais l'éthique et la déontologie. Chaque enseignant du supérieur, je vais faire un premier point au mois de mars, avant la fin du mois de mars, j'ai instruit mes équipes de pouvoir le faire. Chaque enseignant du supérieur a signé un engagement sur un ensemble de valeurs éthiques et déontologiques. Il y a un code d'éthique et de déontologie. Et donc, toutes ces valeurs de service à la communauté, de disponibilité, de respect de l'étudiant, de respect même de son métier sont consignées dans ce code et chaque enseignant s'est engagé. De sorte que si malheureusement les engagements ne sont pas respectés et si cela est constaté, eh bien, nous-mêmes, à travers une commission d'éthique et de déontologie, nous allons nous saisir de cette question pour recadrer le collègue enseignant, voire le cas échéant, le sanctionner sur un certain nombre d'éléments de sanction en lien avec l'exercice de notre métier. C'est-à-dire que si on constate que vous avez des non-valeurs sur l'encadrement des étudiants, des élèves, on peut vous suspendre d'encadrement pendant telle période. On peut même aller jusqu'à signaler
votre comportement au niveau des instances du CAMES pour que, au moment où vous solliciterez une inscription sur une liste d'aptitude pour un grade, eh bien, que votre dossier ne soit pas examiné, purement et simplement. Donc, nous avons identifié comme ça un certain nombre de mesures dissuasives pour pousser nos collègues à avoir un comportement plus éthique. Mais je dois dire que je l'attends effectivement des collègues qui ont signé, mais nous l'attendons également des étudiants. Nous l'attendons également des étudiants. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas signataires du code éthique, mais ils peuvent s'en plaindre, puisque si un enseignant ne signe pas, mais il peut néanmoins se retrouver devant la commission si une plainte venait d'un tiers. Mais pour les étudiants, j'attends également d'eux une attitude plus éthique. Ils ont fait le choix des études à l'UOB, à l'INSG, à l'ENSET, etc. C'est également à eux de sauvegarder l'image de ces établissements. Monsieur le ministre, un étudiant sauvegarde l'image de l'établissement comment? Alors, ils sauvegardent l'image de l'établissement. Il y en a qui ont des bonnes conduites et puis les à travers un comportement, aussi certains, à travers un comportement responsable. Vous savez, je vais vous le dire, mais ce week-end, ce dimanche précisément, j'ai fait le tour de l'université Omar Bongo pour constater le démarrage effectif des travaux et pour constater la situation que nous avons sur la barrière du côté du pavillon F, qui est aujourd'hui squatté par des personnes qui affichent bien des cartes d'étudiants, mais qui se livrent à des activités illicites. Je m'y suis rendu parfois en me posant la question sur ma propre sécurité, mais je m'y suis rendu. On a voulu fermer cette poche de sortie ce week-end en permettant également aux populations de s'alimenter en eau, parce qu'on a constaté que les populations venaient s'alimenter en eau dans la buanderie du pavillon E. Donc nous avons aménagé des tuyaux de sortie qui leur permettent de s'alimenter en eau en dehors de la barrière pour nous permettre de fermer. Mais à peine avait-on fait ce travail samedi que dans la nuit de samedi à dimanche, la barrière a été cassée. Et c'est la énième fois qu'on casse cette barrière. Et vous avez des personnes qui vous présentent des cartes d'étudiants. Donc nous voudrions également que nos étudiants puissent avoir un comportement responsable. Vous savez, l'image de nos universités, c'est nous également en tant qu'étudiants qui la défendons. Vous avez à l'université Omar Bongo aujourd'hui plus de 15 000 étudiants. Plus de 15 000 étudiants, dont les plus jeunes. Vous savez, nos bacheliers aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. 16 ans, 18 ans, ils ont le bac. Donc, ils arrivent quand même avec une certaine innocence. Et ils sont nombreux. Et donc, tout ce monde-là mérite d'être protégé en termes d'image. Je voudrais dire de ce point de vue que parfois, certaines scènes, certaines images ne sont pas toujours au bénéfice même des étudiants. Parce que quand vous regardez au fond, vous constatez qu'on aurait pu se passer de la présentation de telle image, de la présentation de telle situation. Monsieur le ministre, dans le cadre juridique du LMD, le stage est-il mentionné et obligatoire? Vous allez parler de ces questions, vous allez traiter de ces questions? Oui, alors vous posez là la question de la professionnalisation. La question de la professionnalisation, jusque-là, elle est essentiellement prise en compte par le stage. Vous séjournez pendant une période dans une entreprise, dans une administration, dans une ONG, et vous produisez un document, un papier, un rapport qui est évalué. Nous voulons aller plus loin et nous allons aller plus loin. Plus loin, c'est introduire de façon irrémédiable dans notre système ce que nous appelons l'alternance. C'est-à-dire non plus un séjour de stage en fin de cycle, mais plusieurs séjours alternés. À savoir qu'un temps, vous le passez à l'université ou dans la grande école, et une autre période, vous la passez également sur le terrain professionnel. Donc aujourd'hui, nous développons la formation en alternance dans le supérieur pour justement permettre aux étudiants dans les programmes de se renforcer en savoir-faire et en savoir-être. Mais il y a des étudiants qui arrivent jusqu'en Master 2 sans faire de stage parce que ce n'est pas obligatoire dans certains établissements. Oui,
ce n'est pas obligatoire. C'est pour cette raison que dans l'architecture même du programme de formation, on doit penser à la professionnalisation et se poser la question de savoir comment je vais permettre à mon étudiant d'acquérir les compétences professionnelles. Voilà pourquoi on doit introduire le stage. Oui. Si le programme de formation conduit vers tel ou tel métier, on doit pouvoir introduire le stage, mais on doit aller plus loin. On doit pratiquer l'alternance. Maintenant, vous avez des programmes de formation qui ne nécessitent pas un stage. Lorsque vous avez des programmes fondamentaux, des programmes doctoraux, là, l'apprentissage se fait aux côtés des maîtres. Et donc, là, on doit s'assurer que les maîtres transmettent effectivement aux étudiants les compétences nécessaires pour la recherche scientifique, etc. Mais là, c'est la vie au sein des labos, c'est l'animation des écoles doctorales, etc., qui va assurer cet apprentissage. Mais si on est dans un parcours de formation professionnalisant, là, il faut s'assurer que les éléments de professionnalisation sont effectivement pris en compte, ils sont effectifs, à savoir faire intervenir les professionnels, à savoir introduire le stage, à savoir pratiquer l'alternance, à savoir privilégier également les études de cas. Parce que là également, sur le plan du contenu du cours, on a aujourd'hui des techniques pédagogiques comme le cas qui permettent en fait à l'enseignant et à l'étudiant de travailler sur des éléments réels pour lui permettre d'avoir une bonne compréhension de la situation du terrain. Monsieur le ministre, au sortir de ces assises, pourrait-on dire que le LMD sera efficacement appliqué au Gabon? Ou bien dans combien de temps vous mesurez cette application? Je peux vous dire que... Ou bien vous laissez la place aux décisions politiques? Non, nous faisons déjà la décision politique et nous la mettons en œuvre. Effectivement, le politique a déjà décidé qu'il faut améliorer les pratiques et nous entendons mettre en œuvre. Dans tous les cas, je peux vous rassurer que notre rentrée 2024-2025, du point de vue de l'organisation de la pratique du LMD, ne sera pas la même. D'accord. Puisque je vous ai dit que pour horizon juin, tous nos établissements d'enseignement supérieur, et de ce point de vue, les établissements publics doivent être à niveau par rapport aux conclusions, par rapport aux différents constats que nous avons faits dans le rapport. Parce que nous considérons que ce sont les établissements publics qui constituent la locomotive. Lorsqu'à ce niveau, les choses fonctionnent au mieux, les établissements privés vont suivre. Et aujourd'hui, nous travaillons parallèlement sur un plan de développement des établissements privés parce que nous en avons besoin dans notre écosystème. Les établissements privés ont leur place en complément de l'action qui est menée par les établissements publics. Donc nous travaillons également là à pouvoir mettre sur leur table un plan de développement qui assure une meilleure interaction avec les établissements publics. Voilà pourquoi ces établissements doivent être mis à niveau rapidement sur l'architecture du LMD. On doit prendre toute l'architecture juridique, on doit l'améliorer. L'alternance, elle doit clairement être rendue obligatoire pour certains programmes de formation. Le texte doit nous indiquer clairement quelles sont les périodes de rentrée. Le texte doit nous dire clairement dans une session, dans un trimestre ou dans un semestre, à quel moment on fait les évaluations, à quel moment on fait les rattrapages pour qu'on sorte de situations telles que vous faites un examen aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, et puis vous faites le rattrapage au mois de septembre. Alors même qu'au mois de septembre, on est dans un autre semestre, on est dans une autre période, dans une autre temporalité. Donc tous ces réglages-là, nous devons pouvoir les faire au plus tard au mois de juin. Monsieur le ministre, allez-vous aborder lors de ces assises l'évolution des programmes enseignés? Par exemple, on a l'impression que certaines filières ne sont plus adaptées au marché ou encore certains professeurs dispensent des cours, parfois le même cours pendant 10 à 15 ans alors qu'on voit une certaine évolution sur le terrain. Alors là, vous posez très clairement une question qui aujourd'hui est une prescription en termes d'objectifs pour chaque établissement d'enseignement supérieur. Ils ont une feuille de route. Lorsqu'ils ont été installés, tous les chefs d'établissement ont reçu une feuille de route. Et à l'intérieur de cette feuille de route, il est clairement indiqué que au terme de l'année académique, de cette année académique, du moins avant le mois de juin, on saura quels sont les programmes de formation
que l'établissement va abandonner en raison de leur incapacité à répondre aux attentes professionnelles et quels sont les programmes de formation nouveaux que l'établissement entend mettre en œuvre. Donc, cela répond très clairement à votre question. Moi, je vérifierai au niveau de l'UOB, au niveau de la faculté de droit, au niveau de la faculté de lettres, de l'Institut de gestion, quels sont les programmes que vous abandonnez et quels sont les programmes nouveaux que vous créez et qui sont naturellement orientés vers, comme je l'ai dit, la centralité autour de l'étudiant, c'est-à-dire s'assurer que vraiment tout est mis au service de l'étudiant et sur la perspective professionnalisante, c'est-à-dire que le programme offre des perspectives professionnelles ou des perspectives d'auto-emploi à celui qui suit ces programmes de formation. On aura peut-être plus d'œuvres gabonaises dans certains établissements, pas peut-être à l'IOB. D'enseignement supérieur. Oui. Mais il y a plus de femmes que vous n'en croyez. D'abord, dans l'effectif étudiant, je peux vous dire, pour l'avoir pratiqué en classe, que dans nos salles de classe, vous avez parfois un taux de féminité beaucoup plus élevé, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais les œuvres gabonaises. Et les œuvres gabonaises, est-ce qu'on aura plus accès aux travaux en fait de certains professeurs qui seront enseignés dans les établissements? C'est une question extrêmement importante que vous posez là, puisqu'elle soulève la question du contenu. Et là, il y a effectivement une évolution à faire, mais je dirais de moyen terme. Et la publication scientifique aussi. De moyen terme, oui. Parce qu'il faut le reconnaître, nous faisons des publications scientifiques davantage pour les questions d'évolution en grade. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire il faut que ces publications-là ou ces travaux servent maintenant la didactique. C'est-à-dire qu'on puisse écrire et avoir à disposition des ouvrages pédagogiques qui prennent en compte nos contextes, notre société, l'observation que l'on fait d'un certain nombre de phénomènes chez nous. C'est cette dimension-là qui nous manque encore aujourd'hui et qui fait en sorte que nous faisons des publications, mais nous avons tendance à enseigner des savoirs, en fait des savoirs européens ou externes. Mais là, c'est une vraie question et les collègues, et nous en débattons pour avoir maintenant des ouvrages pédagogiques qui soient conçus par nous et qui prennent en compte notre contexte. Là également, c'est un gros sujet sur lequel il va falloir travailler. Je rappelle qu'on recevait M. Hervé Ndoum Esingone, qui est professeur, enseignant d'université. Il est ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Monsieur le ministre, je pense qu'on est arrivé un peu au terme de notre entretien, qui est basé sur l'organisation des assises du LMD qui vont avoir lieu du 18 au 20 mars à Libreville, au Gabon, du côté de l'Institut français. Vous avez d'autres informations à nous donner avant qu'on se sépare? Du côté de l'Institut national des sciences de gestion. Voilà, l'Institut national des sciences de gestion. Voilà, c'est le site sur lequel nous avons convenu de nous retrouver pour échanger autour de nos pratiques, regarder nos pratiques du LMD, voir les axes d'amélioration et de pouvoir les implémenter grâce à ce comité national de mise à niveau du LMD. Et donc, comme je vous l'ai dit, la préoccupation du LMD est une préoccupation majeure parce que le LMD est le cadre aujourd'hui de conduite des études dans le supérieur. Ce cadre, je dirais, marque une évolution. Ce cadre s'inscrit dans une mondialisation. Et notre pays n'est pas en reste. Nous sommes dans ce cadre depuis les années 2000 et précisément depuis 2007. Et il apparaît simplement que nos pratiques sont diverses. Nos pratiques aujourd'hui soulèvent un certain nombre de questions. Et donc nous devons nous améliorer dans la pratique du LMD pour qu'elle soit conforme à l'esprit et pour qu'elle permette effectivement le bénéfice que nous attendons du système LMD. Et donc, ces assises
seront donc l'occasion pour nous de revisiter en fait nos pratiques et de pouvoir nous améliorer. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps commis une étude sur ces pratiques. Cette étude, nous l'avons reçue. Elle a été réalisée par d'éminents experts gabonais sur ce sujet. Et donc, ces pratiques vont nous amener, ces assises vont nous permettre également en atelier de discuter sur un certain nombre de points majeurs de la vie du LMD dans notre système. Le pilotage du LMD, les programmes de formation, la gouvernance financière des établissements en contexte LMD et la gestion de la vie des étudiants, la gestion sociale en contexte LMD. Une fois qu'on aura évoqué ces sujets en atelier, qu'on aura tiré des conclusions, le comité spécial va travailler aux côtés de chaque établissement pour pouvoir l'aider à se mettre à niveau. Je dois dire que les assises ont également un objectif psychologique, comportemental, c'est-à-dire qu'au-delà des aspects techniques, ce sont nos mentalités, ce sont nos comportements qui doivent évoluer. Considérez que quand je suis enseignant, je me suis engagé dans un métier au service de l'étudiant. Et je dois dire que c'est un prestige, c'est un honneur que d'être au service de l'étudiant. Lorsque je décide de faire des études supérieures, je dois également savoir que je suis étudiant et que je suis à l'université ou dans une grande école d'abord pour étudier, pour me permettre d'avoir un métier demain. On ne vient pas à l'université pour faire carrière lorsqu'on est étudiant. On vient à l'université, si c'est 3 ans, vous avez fini vos 3 ans, vous allez travailler. Si il vous est donné la possibilité d'aller au-delà, vous le faites. Mais s'il ne vous est pas donné la possibilité au-delà, on n'a pas besoin d'en faire un objet de conflit, etc. Et on doit savoir que l'organisation de nos établissements d'enseignement supérieur doit également se mettre en phase avec ça. Les services de la scolarité, les services financiers, les services supports doivent comprendre que eux aussi, ce sont des acteurs du système LMD. Ceux qui gèrent la vie sociale des étudiants, que ce soit les bourses, que ce soit les œuvres sociales, les œuvres universitaires, doivent également savoir que pour que l'étudiant apprenne dans de bonnes conditions, il faut un environnement propice, il faut un environnement favorable. Nous savons que toutes les conditions ne sont pas toujours réunies aujourd'hui, notamment toutes les places sur le campus qui devraient être occupées ne le sont pas. On a commencé à le faire au niveau de Massoukou. Il y a déjà des filles, vous parliez des filles, il y a déjà les filles qui peuvent rentrer sur le campus. C'est déjà un progrès par rapport à la situation de départ. Et donc, tout cela et tous ces acteurs-là seront sur la table pour qu'ils soient sensibilisés. Et le gouvernement l'a été au plus haut niveau, le président l'a été au plus haut niveau, puisqu'il a inscrit les assises du LMD comme étant un élément majeur de son action. Nous pousser comme ça, en tant qu'universitaires, enseignants, acteurs de l'enseignement supérieur, à nous retrouver et à pouvoir nous améliorer. Et donc, c'est ce travail que nous allons faire dans un premier temps du 18 au 20 dans les locaux de l'Institut de gestion. Vous voyez un peu là, nous réapproprions notre espace. Ce n'est pas le plus confortable, mais nous allons travailler dans ces conditions. Et comme je l'ai dit, après, il y a un certain nombre, faire évoluer les textes, introduire les instruments d'assurance qualité au sein de nos établissements, s'accorder sur les périodes de rentrée, donc le calendrier académique, intégrer des aspects de professionnalisation. Je ne l'ai pas souligné, mais le ministère de l'Enseignement supérieur a signé une convention de partenariat avec la Fédération des entreprises gabonaises qui nous permet aujourd'hui, qui permet en principe aux établissements réunis au sein de la conférence des recteurs des universités, grandes écoles et institutions de recherche, de pouvoir discuter directement avec les entreprises membres de la fédération sur les questions de stage, sur les questions d'expertise, sur les questions de mobilisation des ressources des entreprises pour appuyer sur les questions de contenu pédagogique. Donc aujourd'hui, on a tout l'espace pour pouvoir discuter avec les entreprises gabonaises et à charge pour nous maintenant,
enseignants, universitaires, administratifs, d'exploiter ces espaces-là. Donc, le cadre, le ministère met en place le cadre. Il appartient maintenant aux établissements de suivre. Et nous veillerons à ce que les chefs d'établissement soient à l'avant-garde. Et donc, ce sont ces aspects-là qui nous valent aujourd'hui de travailler autour des assises du LMD. Nous leur souhaitons d'avance un bon succès. Il y aura les locaux. Nous bénéficierons également de l'expertise et de l'expérience de nos collègues étrangers qui, eux également, pratiquent le LMD. Donc, leur pratique ou leur bonne pratique pourrait également nous inspirer dans ce que nous aurons à faire. Et donc, toutes les parties prenantes aujourd'hui de nos universités, du gouvernement, de la société, sont mobilisées pour que cet événement-là, qui, je terminerai par là, est un événement pour notre société. Vous savez, un système d'enseignement est au service du progrès de la société. En fait, les universités, les grandes écoles ne sont pas à part. Ce sont, à proprement parler, les instruments de développement d'une société. Donc, il faut que notre société se les approprie également comme étant des éléments sur lesquels il s'appuie pour régler les questions de société qui se posent à nous. Donc, il faut que notre société n'ait pas peur des universités, des universitaires, et que nous également, nous fondions dans la société pour ne pas donner cette espèce d'impression de distance qui ne bénéficie ni à notre société, ni à notre espace universitaire. Merci, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Hervé Ndoumé-Singone, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.